Je me suis caché dans son lit pour échapper à la mort. Je ne savais pas que c'était un prince, je ne savais pas qu'il était dans le coma. Quand la princesse m'a trouvé, elle m'a sauvé par un mensonge. Voici sa fiancée. Soudain, j'étais la femme dont personne ne soupçonnait l'existence, son amour secret. J'ai passé des mois à son chevet, j'ai commencé à lui parler, à lui faire la lecture, à lui tenir la main. Mais alors, il a fini par ouvrir les yeux. L'odeur d'antiseptique brûlait la gorge de Delphine, indiscernable de la bile qui montait à chaque pas désespéré. Le son des bottes lourdes contre le marbre ciré résonnait derrière elle, un rythme militaire et cruel qu'elle connaissait depuis l'enfance. Ce n'étaient pas des pas de médecin ou d'infirmier, c'étaient des pas de chasseur. Son oncle n'était pas seul. Il avait amené ses chiens de garde, des hommes payés pour la traîner de nouveau dans l'enfer des dettes et des mariages forcés dont elle tentait de s'échapper. À l'intérieur de l'hôpital, elle tourna à l'angle du couloir de l'aile est, ses pieds glissant légèrement dans ses chaussures usées. L'air y était différent, plus froid, plus silencieux, purifié par des filtres coûteux. Les lumières ne vacillaient pas. Devant elle, le couloir se terminait par une paroi de verre donnant sur le vide, une impasse architecturale. À sa droite, une seule double porte, massive, en bois sombre, avec des ornements dorés. Il n'y avait pas de plaque de nom, seulement un symbole discret gravé dans le bois, les armoiries de la famille princière. Les pas derrière elle devinrent plus forts. Des voix graves criaient des ordres. Une panique glacée et tranchante perça la poitrine de Delphine. Si elle était prise ici, dans ce lieu interdit, son sort serait pire que la mort. Ce serait la disparition silencieuse. Sans réfléchir, mue purement par un instinct animal de trouver un terrier, elle poussa la porte lourde. Elle n'était pas verrouillée, peut-être par erreur, peut-être par destin. Elle entra et ferma la porte doucement, le clic de la serrure résonnant comme un coup de feu dans le silence de la chambre. L'espace était vaste, plongé dans la pénombre, sentant la lavande et les remèdes de luxe. Au centre, un lit qui ressemblait à un trône. Sur celui-ci, la silhouette d'un homme immobile, connecté à une constellation de fils et de tubes transparents. Le moniteur cardiaque marquait un rythme lent et faible. À l'extérieur, les cris redoublèrent. Ils étaient à la porte. Delphine n'avait nulle part où se cacher. Il n'y avait pas d'armoire, et entrer dans la salle de bain serait s'acculer encore plus. Ses yeux balayèrent la chambre et s'arrêtèrent sur le lit. C'était une folie, une profanation. Mais la terreur d'être emmenée par son oncle supplanta la peur de manquer de respect à un mourant. Les mains tremblantes, elle courut vers le lit. L'homme était grand, occupant le centre du matelas, mais il y avait de la place. Elle tira le drap de soie de lion, sentant la chaleur fébrile qui émanait de son corps, et se glissa sous les couvertures. Elle se recroquevilla contre son flanc, essayant de devenir invisible, petite, inexistante. Le corps de l'homme était rigide, une statue de chair et d'os. Elle retint sa respiration, le cœur battant si fort qu'elle craignait que le moniteur cardiaque ne capte le sien et non le sien. La porte s'ouvrit avec violence. La lumière du couloir envahit la pénombre de la suite. Delphine ferma les yeux de toutes ses forces sous le drap, sentant le tissu fin comme unique barrière entre elle et la faim. « Elle est passée par ici. J'ai vu la fille entrer. » La voix de l'oncle Gérard était un tonnerre de grossièreté dans ce sanctuaire stérile. « J'exige d'entrer. Elle est de ma propriété. » Baissez d'un ton, espèce d'animal. Une voix féminine coupa l'air. Elle n'était pas forte, mais possédait une autorité si absolue qu'elle semblait faire baisser la température de la pièce. C'était de la glace pure. « Savez-vous où vous mettez les pieds ? Je me moque de savoir qui est allongé là. » L'oncle avança, ses pas lourds faisant vibrer le sol. « Cette fille m'a volé, elle est ici !» Il y eut un moment de silence tendu, rompu seulement par le bip monotone de la machine. Delphine sentit le drap être tiré, non pas avec violence, mais avec une fermeté délibérée. La lumière blessa ses paupières serrées. Elle ne bougea pas, elle ne pouvait pas. La peur l'avait paralysée.
Sa main, dans un spasme involontaire, agrippait la chemise d'hôpital de l'homme inconscient, les doigts blancs de tension sur sa poitrine, juste au-dessus de l'endroit où le cœur luttait pour battre. Elle ouvrit les yeux. Devant elle, debout au pied du lit, se tenait une femme vêtue d'une élégance intemporelle, le visage marqué par une beauté sévère et fatiguée. La princesse Yolande. Derrière elle, les gardes d'élite pointaient leurs fusils vers l'oncle de Delphine, qui semblait soudain plus petit, transpirant dans son costume bon marché. Yolande regarda Delphine. Ses yeux sombres lisaient les âmes. Elle vit la terreur chez la jeune fille, vit ses vêtements pauvres, ses cheveux ébouriffés, vit sa main sur la poitrine de son fils, Gabriel. N'importe quelle autre mère aurait crié, n'importe quelle autre princesse aurait ordonné l'exécution. Mais Yolande était avant tout une stratège acculée par des vautours politiques. Elle vit la main de la fille sur le cœur de Gabriel et y vit une opportunité. Le visage de la princesse s'adoucit en un masque de soulagement théâtral. « Dieu soit loué !» s'exclama Yolande, la voix tremblante d'une émotion fabriquée. Elle se tourna vers l'oncle de Delphine et vers les médecins qui s'agglutinaient à la porte, curieux. La fiancée secrète est de retour. Elle est venue comme elle l'avait promis. L'oncle de Delphine ouvrit la bouche, confus. « Quoi ? Non, c'est ma nièce. C'est une fugitive. » Silence. Yolande leva la main, ses bagues brillant sous les néons. « Comment osez-vous insulter l'élu de Gabriel ?» Gabriel murmurait son nom avant l'accident. Tout le monde disait qu'il était seul, vulnérable, sans héritier ni attache. Mais regardez, Yolande pointa le lit, la main de Delphine agrippée à Gabriel. Il n'est pas seul. Son amour est ici pour le ramener à nous. La princesse marcha vers Delphine et, dans un mouvement qui choqua tout le monde, se pencha et baisa le front en sueur de la jeune fille. « Bienvenue à la maison, ma fille. Personne ne te touchera ici. » Elle lança un regard mortel aux gardes. « Sortez cet homme d'ici. S'il s'approche à nouveau de la future princesse, qu'on l'arrête immédiatement. » L'oncle fut traîné dehors, protestant, mais ses cris furent étouffés par la fermeture des doubles portes. Le silence revint dans la suite, mais il avait maintenant une texture différente, lourde, dangereuse. Yolande se redressa. Le masque de bienveillance tomba instantanément, remplacé par un pragmatisme froid. Elle alla vers la porte et tourna le verrou. Delphine s'assit sur le lit, tremblant de manière incontrôlable, s'éloignant du corps immobile de Gabriel, comme s'il la brûlait. « Je suis désolé. Je voulais juste me cacher. » Delphine bégaya, les larmes commençant à couler. « Je ne suis pas sa fiancée, je ne suis personne !» Yolande marcha vers un fauteuil de velours et s'assit en croisant les jambes. Elle observa Delphine avec la froideur de celle qui évalue une pièce d'échec. « Je sais qui tu es, ou plutôt, je sais ce que tu es. » La voix de la princesse était basse et directe. « Tu es une fille désespérée, fuyant un homme médiocre. Et je suis une mère désespérée, essayant de sauver un héritage et mon fils d'un autre de mes fils. » Delphine s'essuya le visage du revers de la main, confuse. « Madame, mon autre fils, Raphaël, il est là-bas, tournant comme un requin, attendant que Gabriel meure ou soit déclaré incapable, » expliqua Yolande sans émotion apparente. « Le conseil de famille fait pression. Ils disent que Gabriel est faible, qu'il va mourir sans laisser d'attache, que le trône est vide. S'il déclare la succession ouverte, Raphaël prend tout. Et si Raphaël prend le pouvoir, nous souffrirons tous. » La princesse se leva et alla vers une armoire encastrée, en sortant un peignoir de soie bleu roi. Elle le jeta sur le lit à portée de Delphine. « Ne me présente pas d'excuses, petite. Offre-moi une performance. » Yolande la fixa. « Cet homme dehors, ton oncle, il a peur de moi. Il a peur du pouvoir réel. Tant que tu seras la fiancée secrète de Gabriel, tu seras intouchable. Je te donne ma protection, je te donne le luxe, je te donne la vie dont tu n'as jamais osé rêver. » « En échange de quoi ?» demanda Delphine d'une voix faible, serrant le peignoir de soie comme un bouclier. « En échange d'un mensonge. » Yolande s'approcha du lit et toucha le visage pâle de son fils dans le coma.
Pour la première fois, Delphine vit une fissure dans l'armure de cette femme, une douleur profonde et déchirante. Le conseil doit croire qu'il a quelqu'un, qu'il a une raison de revenir, qu'il y a une stabilité. Tu vas rester ici, tu vas lui tenir la main quand les médecins entreront. Tu vas pleurer pour lui, tu vas convaincre le monde que tu l'aimes. Et quand il se réveillera, Delphine regarda le visage de Gabriel. Il était beau, d'une manière tragique, avec de longs cils qui reposaient sur des cernes profonds. S'il se réveille, la voix de Yolande vacilla une fraction de seconde avant de se durcir à nouveau. Il saura la vérité et décidera de ton sort. Mais d'ici là, tu m'appartiens. Nous avons un accord ? Delphine regarda la porte verrouillée. Dehors, le monde qu'il avait broyé et recraché toute sa vie. Ici, un danger différent, silencieux et doré. Elle regarda Gabriel, l'homme qui, sans le savoir, venait de lui sauver la vie. « Marché conclu », murmura Delphine. La nuit tomba sur Paris, transformant les fenêtres de la suite en miroirs noirs. Yolande était partie depuis des heures, laissant des instructions précises et des vêtements propres. Delphine, maintenant baignée et vêtue d'une tunique de lin fin, était assise dans le fauteuil à côté du lit. Ce ne devait être qu'une veille, un travail, faire semblant de dormir là pour que les infirmières du matin la trouvent. Mais le sommeil ne venait pas. La chambre était plongée dans une quiétude électronique, seulement le bourdonnement des machines et la respiration assistée de Gabriel. Delphine se leva et s'approcha de lui, sans l'adrénaline de la fuite. Elle pouvait le voir vraiment, les lignes fortes de sa mâchoire, la tension sur son front, comme s'il faisait un cauchemar interminable dont il ne pouvait s'éveiller. Il y avait une fine cicatrice sur son sourcil, une imperfection humaine au milieu de cette noblesse intouchable. Delphine ressentit une impulsion étrange, tendit la main et, du bout des doigts, toucha sa main qui reposait sur le drap. La peau était tiède, sèche. C'était la main d'un homme puissant, maintenant complètement sans défense. Soudain, des voix étouffées surgirent dans le couloir, des cris. Elle reconnut à nouveau la voix de son oncle, mêlée à d'autres voix masculines agressives. La peur ancienne fit se nouer l'estomac de Delphine. Elle recula, se recroquevillant. Il était revenu. L'accord de Yolande avait échoué. Mais alors on entendit le son incomparable du métal contre le métal, des coups de crosse et le choc sec de corps jetés contre le mur. Cette zone est restreinte par ordre de la famille princière. La voix d'un garde résonna dehors. Un pas de plus, et ce sera considéré comme une trahison. Éloignez-vous. Le silence se rétablit dans le couloir, absolu et respectueux. Delphine relâcha l'air qu'elle retenait. Ses jambes cédèrent, et elle s'assit à nouveau sur le bord du lit, près de Gabriel. Elle regarda ses propres mains, qui avaient cessé de trembler. Pour la première fois de toute sa vie, quelqu'un l'avait protégée, non par amour, mais par intérêt. Certes, mais la protection était réelle. Elle regarda l'homme endormi. Il était la clé. Il était le rempart entre elle et l'abîme. « Merci », lui murmura-t-elle, sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre. « Je vais prendre soin de vous, je le promets. » S'installant dans le fauteuil, elle ramena ses genoux contre sa poitrine. Là, à l'intérieur de la cage du lion, entourée de mensonges et d'intrigues d'État, Delphine ferma les yeux et, ironiquement, se sentit en sécurité pour la première fois. La farce avait commencé, et sa vie dépendait de sa capacité à la maintenir, jusqu'au dernier souffle. Quel souffle je viens de lâcher ici, mes amis! Quel début d'histoire! Ce récit ne fait que commencer et je peux vous l'affirmer, beaucoup de choses vont encore arriver. Et en parlant de ça, que diriez-vous de nous aider en laissant un j'aime et un commentaire pour soutenir notre chaîne? Si vous le faites, nous vous en remercions d'avance. Maintenant, continuons, mais nous devons vous prévenir. Cette histoire est très émouvante. Si vous avez le cœur solide pour les grandes émotions, restez avec nous. Les jours dans la chambre de l'aile royale ne passaient pas. Le temps était devenu une entité liquide, mesurée non par les heures, mais par les changements de perfusion et l'inclinaison du soleil qui effleurait à peine les rideaux de velours lourd. Pour Delphine, cette suite hospitalière s'était transformée en un sanctuaire étrange,
une bulle de silence, au milieu d'une tempête politique qu'elle comprenait à peine, mais qui la maintenait en vie et en sécurité. Le troisième matin, elle congédia les infirmières. Les femmes, avec leurs uniformes empesés et leurs regards curieux, hésitaient à toucher le corps du futur héritier autrement qu'avec une révérence clinique. Delphine n'avait pas ce luxe. Elle avait besoin d'être utile. L'inactivité laissait place à la peur du retour de son oncle, au souvenir de la fuite envahissant son esprit. Elle remplit une bassine d'argent avec de l'eau tiède et y plongea une éponge douce. La chambre était dans la pénombre. Seul l'éclat verdâtre du moniteur cardiaque illuminait le profil de Gabriel. Delphine essora l'éponge et commença à nettoyer son bras. La peau était ferme, les muscles définis sous le toucher, mais il y avait une pâleur qui l'effrayait. « Tu as les mains de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de soulever rien de plus lourd qu'un stylo, » murmura-t-elle à l'homme inconscient, passant le linge humide sur ses longs doigts. « Mais tu as des cicatrices de quelqu'un qui s'est beaucoup battu. » Elle traça une ancienne ligne blanche sur son épaule. C'était une conversation à sens unique, un confessionnal où le prêtre dormait. Tandis qu'elle nettoyait sa poitrine, évitant avec soin les électrodes, Delphine sentit une intimité interdite fleurir. Ce n'était pas du désir charnel, ou du moins pas seulement, c'était l'intimité de la survie. Elle prenait soin de la seule chose qui empêchait sa mort. Mon oncle avait l'habitude de dire que les hommes puissants ne saignent pas, qu'ils versent du vin, continua-t-elle, sa voix basse remplissant le vide stérile. Mais toi, tu as saigné. Yolande m'a dit que c'était une embuscade. Quelle ironie, Votre Altesse. J'ai fui toute ma vie pour ne pas être prise. Et toi, avec toute cette armée, tu n'as pas pu fuir une balle. Elle sécha sa peau avec une serviette moelleuse. Le rituel était devenu son encre. Laver, sécher, vérifier les draps, observer la poitrine monter et descendre. Il y avait une beauté tragique chez Gabriel. Il ressemblait à une statue de marbre tombée de son piédestal, attendant d'être redressée ou brisée pour de bon. La porte s'ouvrit avec un clic suave, interrompant le monologue de Delphine. La princesse Yolande entra. La matriarche semblait avoir vieilli de 10 ans ces 3 derniers jours. Son maquillage impeccable ne parvenait pas à cacher ses cernes profonds et son port altier vacillait quand elle pensait que personne ne regardait. Un garde apporta un plateau de thé et sortit, laissant les 2 femmes seules. « Tu as un don avec lui, » dit Yolande, observant comment Delphine ajustait le drap sur Gabriel. « Les infirmières ont peur de lui, même dans le coma. Tu le touches comme s'il était humain. »« Lui, il est humain, » répondit Delphine, servant le thé dans des tasses de porcelaine fine. La vapeur monta, sentant l'earl grey et la bergamote. Il est juste brisé pour le moment. Yolande accepta la tasse, mais ses mains tremblaient, tant que la porcelaine tinta contre la soucoupe. Elle s'assit dans le fauteuil opposé au lit, les yeux fixés sur son fils immobile. Le masque de fer de la princesse se fissura. Elle lâcha un soupir qui semblait venir du fond de son âme. Un son d'épuisement absolu. « J'ai porté 2 fils dans le même ventre. » La voix de Yolande était un murmure rauque. Gabriel est né avec le soleil dans les yeux. Raphaël est né avec la nuit dans l'âme. Je leur ai donné le même lait, les mêmes leçons, le même amour. Où me suis-je trompée, petite? Comment ai-je pu créer un prince et un monstre dans la même maison? Delphine vit la larme solitaire couler sur le visage de la femme puissante. La douleur maternelle était un langage universel, transcendant la noblesse. Delphine, qui n'avait jamais eu de mère, sentit un serrement au cœur. Elle s'agenouilla à côté du fauteuil de Yolande et, instinctivement, serra les mains de la femme la plus crainte du pays. « Parfois, le poison est déjà dans la graine, madame, » dit Delphine doucement. « Ce n'est pas la faute du jardinier. » Yolande serra les mains de Delphine avec une force surprenante. Pendant un instant, elle n'était plus princesse et roturière, ni mentor et pièce d'échec. C'étaient 2 femmes portant le poids d'un monde qui s'écroulait. « Raphaël est là-bas. Il discute avec les membres du conseil, » confessa Yolande, retrouvant un peu de sa posture. « Il a apporté des documents. Il veut déclarer une incapacité permanente.
S'il prend la régence, la première chose qu'il fera sera de débrancher les machines de Gabriel. Il dira que c'est de la miséricorde, mais ce sera un assassinat. Nous ne le laisserons pas faire, dit Delphine, surprise par la fermeté de sa propre voix. Elle regarda Gabriel. Il est fort. Je le sens quand je lui tiens la main. Il n'a pas abandonné. Après le départ de Yolande, quelques heures de paix régnèrent, mais le calme fut brisé l'après-midi suivant. Il n'y eut ni annonce, ni coup à la porte. L'entrée fut violente, le bruit de bottes lourdes contre le sol ciré. Raphaël entra dans la chambre comme s'il était le maître de l'air qu'on y respirait. Il portait un costume sur mesure impeccable, une image calculée de modernité et de pouvoir. L'odeur de son parfum coûteux et entêtant envahit la pièce, supplantant l'odeur d'antiseptique. Delphine lisait près de la fenêtre. Elle se leva d'un bond, son livre tombant au sol. Quelle charmante scène domestique! La voix de Raphaël était du velours imbibé d'acide. Il marcha vers le lit, ignorant Delphine, et regarda son frère avec un sourire de mépris. Regardez-le, le lion de la famille réduit à un légume branché sur secteur. C'est pathétique. Sortez d'ici, ordonna Delphine. Son cœur battait dans sa gorge comme un oiseau en cage, mais elle se plaça entre Raphaël et le lit. Raphaël rit, un rire sec et sans humour. Il fit tourner la canne d'ébène qu'il portait, purement esthétique, et pointa le pommeau d'argent vers la poitrine de Delphine. « Es-tu le rat d'égout que ma mère a habillé de soie ?» Il fit un pas en avant, forçant Delphine à reculer jusqu'à ce que ses jambes heurtent la structure du lit de Gabriel. « Je sais qui tu es. Je sais d'où tu viens. Un mot de ma part et ton oncle saura exactement à quelle heure entrer pour te traîner par les cheveux. » La peur ancienne, glaciale et paralysante, tenta de dominer Delphine, mais alors elle l'entendit. Bip, 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 bip. Le moniteur cardiaque de Gabriel s'accéléra. Le rythme, autrefois lent et constant, s'emballa. Delphine regarda le moniteur, puis le visage de Gabriel. Il n'avait pas bougé, mais son corps réagissait à la présence de son frère, à la menace dans sa voix, à la tension dans l'air. Il était là, il écoutait. La colère remplaça la peur en une fraction de seconde, une furie blanche et chaude que Delphine n'avait jamais soupçonné posséder. Elle ne se cachait plus. Elle défendait. Elle saisit le bout de la canne de Raphaël et la repoussa violemment sur le côté. « J'ai dit de sortir !» cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs stériles, chargée d'une autorité qu'elle n'avait pas le droit d'avoir, mais qu'elle s'était appropriée. « Vous n'avez aucun pouvoir ici. Tant que son cœur bat, il est le prince, et je suis sa femme. Touchez-le ou touchez-moi, et je hurlerai si fort que la garde devra choisir entre le prince endormi et le frère traître. Qui pensez-vous qu'ils préféreront écarter ?» Raphaël recula, surpris par la férocité de la jeune fille. Il regarda le moniteur cardiaque qui bipait frénétiquement, dénonçant l'angoisse silencieuse de Gabriel. Pendant une seconde, le méchant sembla voir son frère non pas comme un cadavre, mais comme une menace latente. « Profite de ton petit théâtre, vermine », siffla Raphaël en ajustant sa veste. « Quand les lumières s'éteindront, et elles s'éteindront, personne n'entendra tes cris. » Il tourna les talons et sortit en claquant la porte. Le silence revint, mais il était maintenant chargé d'électricité. Delphine était haletante, les mains tremblantes d'adrénaline. Elle se tourna vers Gabriel. Le moniteur était toujours accéléré. « Tout va bien ?» murmura-t-elle, se penchant sur lui, ses mains caressant son visage tendu, lissant son front plissé. « Il est parti. Je l'ai chassé. Tu as entendu ça ?» Lentement, comme s'il répondait à son toucher, le rythme cardiaque commença à ralentir. Bip, bip, bip. Delphine laissa son corps glisser jusqu'au sol, s'asseyant là, la tête appuyée contre le matelas près de sa main. Elle réalisa qu'elle pleurait, non de peur, mais de soulagement. Elle avait affronté un monstre et survécu, et elle l'avait fait pour lui. La nuit tomba, apportant un orage violent au dehors. Le vent hurlait contre le verre blindé de la fenêtre, les isolant encore plus du monde. Yolande n'était pas revenue, occupée à éteindre les incendies politiques que Raphaël avait allumés.
Delphine récupéra son livre au sol. C'était un recueil de poèmes de Victor Hugo qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque de la chambre. Elle avait besoin d'entendre sa propre voix pour ne pas être engloutie par le bourdonnement des machines. Elle tira le fauteuil tout près du chevet et alluma la lampe de lecture, créant un cocon de lumière dorée autour d'eux. La blessure est l'endroit par où la lumière entre en vous, lut-elle à haute voix, les mots flottant dans l'air. Elle regarda Gabriel. Je crois que tu as assez de lumière pour éclairer toute la ville, si c'est vrai. Elle continua à lire, choisissant des passages sur la résistance, sur l'espoir qui renaît après la tempête, sur les âmes séparées par des voiles de silence. Sa voix devint rauque, douce, presque une berceuse. Partout où tu iras, je serai avec toi, car tu es mon chemin et ma destination. Delphine s'arrêta. La phrase résonna dans sa propre solitude. Elle ferma le livre et le posa sur ses genoux. Avec hésitation, elle glissa sa petite main dans la main grande et immobile de Gabriel. Sa peau était plus chaude que les jours précédents. « Tu dois te réveiller, Gabriel », murmura-t-elle, utilisant son nom sans titre pour la première fois. La mer s'effondre, le domaine a peur et moi, je ne sais pas combien de temps je pourrais faire semblant d'être forte. Une larme s'échappa du coin de l'œil de Gabriel, traçant un chemin brillant sur sa tempe avant de disparaître dans l'oreiller. Delphine retint son souffle. Elle se pencha, pensant que c'était un réflexe, une lubrification naturelle des yeux, mais alors elle le sentit. Ce fut faible, presque imperceptible, comme l'aile d'un papillon effleurant un pétale. Les doigts de Gabriel se contractèrent autour des siens. Ce n'était pas un spasme, c'était une pression délibérée, fragile, désespérée, un appel au secours venant du fond d'un océan sombre. Le cœur de Delphine s'arrêta, puis repartit à un rythme galopant. Elle serra sa main en retour, de ses deux mains maintenant, la portant près de ses lèvres. « Je suis là », dit-elle, la voix étranglée, parlant directement à son oreille. « Je l'ai senti, je sais que tu es là. Tiens bon, ne lâche pas !» La pression se maintint encore une seconde, puis elle se relâcha, épuisée, mais la connexion était faite. Le mur entre la vie et la mort avait une fissure, et à travers elle, il s'était touché. Delphine se rassit dans le fauteuil sans lâcher sa main. La peur de son oncle, la menace de Raphaël, les mensonges de Yolande, tout semblait secondaire maintenant. Elle regarda le visage endormi du prince et réalisa avec une terreur douce et vertigineuse que la farce avait pris fin dans son cœur. Elle n'était plus là seulement pour se sauver. Elle était là parce que l'âme de cet homme avait répondu à la sienne, et elle brûlerait le monde entier s'il le fallait pour le ramener à la lumière. L'obscurité dans les rues, à l'extérieur de la clinique, n'était pas faite que d'ombre, elle était tissée du silence pesant de la trahison. Tandis que Delphine maintenait sa veille solitaire dans la chambre stérile, dans les recoins les plus sombres, deux prédateurs se serraient la main. L'oncle de Delphine, un homme dont les yeux ne brillaient que par l'avidité des dots et des dettes de jeu, trouva en Raphaël le partenaire parfait. L'accord fut scellé avec du cognac de luxe et des promesses de sang. L'oncle récupérerait sa propriété fugitive pour la revendre, et Raphaël aurait le chemin libre vers le titre, alléguant que son frère était mort d'une défaillance généralisée lors d'une intrusion malheureuse. Dans les appartements princiers, Yolande sentit le coup avant même que l'information n'arrive. Une pointe aiguë dans la poitrine la fit se plier sur sa coiffeuse, renversant un flacon de parfum qui se brisa, libérant un arôme de jasmin dans l'air. Elle pressa sa main contre son cœur, sa respiration devenant des râles douloureux. Son espion, un serviteur muet qui nettoyait les couloirs de l'hôpital, avait apporté le mot froissé. Ils attaqueraient cette nuit. Elle tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. Le poison lent de l'inquiétude, ajouté à la fragilité d'une santé négligée, réclamait son dû. Elle ne parviendrait pas jusqu'aux gardes fidèles à la porte nord pour les alerter. Et les hommes postés dans le couloir de Gabriel avaient été, soupçonnait-elle, soudoyés ou remplacés par Raphaël lors du dernier changement de tour.
Les mains tremblantes, elle atteignit le bouton d'urgence sous la table, une alarme reliée directement au quartier général de la garde d'élite, fidèle uniquement à l'héritier légitime. Elle appuya sur le bouton et pria, s'effondrant sur le tapis, tandis que l'obscurité envahissait sa vision. Tout dépendait maintenant du temps que Delphine pourrait gagner. Dans la chambre du prince, l'air était glacé. La climatisation semblait travailler avec une furie inutile, ou peut-être était-ce le pressentiment de Delphine qui lui glaçait les os. Elle regarda l'horloge digitale. 3 heures du matin, l'heure du loup. Gabriel restait immobile, une statue de bronze allongée dans des draps de lin. Mais quelque chose avait changé depuis la pression de sa main. La couleur de ses joues était moins grise, et le rythme sur le moniteur cardiaque semblait plus robuste, comme un tambour de guerre résonnant au loin, mais constant. Delphine frissonna. La peur de son oncle était une seconde peau qu'elle n'avait jamais pu retirer. Et cette nuit-là, la sensation d'être chassée revint en force. Elle traîna le fauteuil lourd et l'adossa à la porte. Cela n'arrêterait personne, mais cela ferait du bruit. Ensuite, elle fit quelque chose que l'étiquette princière punirait par l'exil. Elle monta sur le lit. Elle s'allongea sur les couvertures à côté du corps massif de Gabriel, se nichant dans l'espace entre son bras et son torse. Ce n'était pas un acte de séduction, mais de protection territoriale. Elle avait besoin de sentir si son cœur s'arrêtait. Elle avait besoin d'être le bouclier humain avant qu'une lame ne le touche. « N'ose pas me laisser seule avec eux », murmura-t-elle contre son épaule, la voix étranglée par la fatigue. « Tu entends ? Je ne suis pas courageuse, Gabriel. Je suis juste une fille qui fuit. Si tu ne te réveilles pas, ils vont nous dévorer. » Le silence fut la seule réponse, ponctuée par le bip rythmique. Delphine ferma les yeux, épuisée, sa main reposant sur sa poitrine, sentant l'élévation et la chute de la respiration artificiellement assistée, mais biologiquement combative. Le son qui la réveilla ne fut pas un fracas, mais un clic métallique. Delphine ouvrit les yeux. La poignée tournait lentement, bloquée par le fauteuil. Il y eut une pause, puis un sifflement coupa l'air, et le bois de la porte craqua sous un impact violent. Il n'essayait plus d'être discret. La panique inonda ses veines comme de la glace fondue. Elle sauta du lit, ses pieds nus atterrissant sur le sol froid. Ses yeux balayèrent la chambre à la recherche d'une arme. Bistouri, ciseaux, tout avait été retiré par sécurité. Il ne restait que le support métallique de la perfusion et un vase en cristal lourd avec des fleurs fanées. La porte céda avec un fracas, le fauteuil étant traîné violemment sur le sol poli. 2 hommes entrèrent. Ils portaient des tenues tactiques noires, visages couverts, mais la brutalité de leurs mouvements était reconnaissable. Derrière eux, dans la pénombre du couloir, elle vit la silhouette corpulente qui hantait ses cauchemars. Son oncle n'entra pas, il se contenta de la pointer du doigt. « Prenez la fille, éliminez l'homme. Faites en sorte qu'on croie que les appareils ont lâché pendant la lutte. » Le premier homme avança vers Delphine. Elle ne cria pas. Le cri était un gaspillage d'oxygène. Elle saisit le vase en cristal et le lança. L'objet frappa l'épaule de l'agresseur qui grogna mais ne s'arrêta pas. Il était grand, rapide et entraîné pour faire mal. Quand sa main gantée saisit son bras, Delphine réagit avec l'instinct d'un animal acculé. Elle planta ses dents dans le cuir du gant et la chair en dessous. L'homme hurla et lui asséna une gifle du revers de la main. Le monde de Delphine tourna. Elle heurta la table de chevet, un goût métallique envahissant sa bouche. À travers sa vision trouble, elle vit le second homme. Il ne la regardait pas. Il marchait calmement vers le lit, sortant une seringue de sa ceinture. Il allait injecter quelque chose dans la ligne intraveineuse de Gabriel. Une mort propre, un arrêt cardiaque induit. Non! Le cri déchira la gorge de Delphine, ignorant la douleur à la tête, et l'homme qui tentait de la saisir à nouveau. Elle se lança, non pas contre l'agresseur, mais sur le lit. Elle glissa sur les draps, couvrant la poitrine de Gabriel de son propre corps, ses mains agrippant sa chemise, comme si elle pouvait l'ancrer à la vie par la seule force de son désespoir. L'homme à la seringue s'approcha, indifférent au bouclier humain. Il leva la main pour écarter Delphine d'un coup au cou, et alors, le rythme du moniteur changea.
D'un bip constant, le son s'accéléra en un galop frénétique. Ce n'était pas une arythmie, c'était un éveil. Quand l'assassin tendit le bras pour pousser Delphine, quelque chose l'arrêta. Ce ne fut pas un blocage doux, ce fut un arrêt brusque, comme si son poignet avait heurté une barre de fer. Les yeux de l'assassin s'écarquillèrent sous son masque. Il regarda vers le bas. La main de Gabriel, pâle et marquée par des semaines d'inactivité, était refermée sur le poignet de l'homme. Les tendons de l'avant-bras du prince saillaient sous la peau, vibrant d'un effort titanesque. Il y eut une seconde de silence absolu dans la chambre, rompu seulement par le son furieux du moniteur cardiaque. Gabriel ouvrit les yeux. Il n'y avait aucune confusion dans ses yeux. Pas de brouillard de coma, seulement une fureur ancienne et primordiale, la fureur d'un lion réveillé par des hyènes dans sa propre tanière. Avec un rugissement rauque, un son qui semblait venir de poumons pleins de verre, Gabriel tira. Il utilisa le poids de son propre corps et le levier de son bras pour déséquilibrer l'assassin. L'homme, pris par surprise par la force impossible d'un mourant, bascula en avant, tombant sur le bord du lit. Gabriel ne lâcha pas. De sa main libre, il arracha le masque à oxygène de son visage et, dans un mouvement tremblant mais létal, enfonça son pouce dans l'œil de l'agresseur. L'homme hurla, lâchant la seringue qui roula au loin. Delphine, libérée par le premier agresseur qui avait reculé sous le choc, vit sa chance. Elle saisit le support métallique de la perfusion qui était tombé dans la confusion et le brandit comme une lance, frappant la tête de l'homme qui tentait de se relever du lit. « Garde !» La voix de Gabriel explosa, grave et brisée, mais assez autoritaire pour faire trembler les murs. Le couloir explosa de bruit. L'alarme de Yolande avait enfin fait effet. Des bottes de combat résonnèrent sur le marbre. La garde d'élite, vêtue de ses uniformes de cérémonie, envahit la chambre comme une marée de violence contrôlée. L'oncle de Delphine, voyant le vent tourner, tenta de fuir, mais fut intercepté à la porte par un soldat qui le renversa d'un coup de crosse. Les deux assassins dans la chambre furent maîtrisés en quelques secondes, plaqués au sol sous le poids de genoux blindés. Le chaos cessa aussi vite qu'il avait commencé, ne laissant derrière lui que le son de respiration haletante. Gabriel se rassit contre les oreillers, sa poitrine montant et descendant violemment. L'adrénaline avait opéré un miracle, donnant à son corps une décharge d'énergie de survie. Mais l'effort soudain avait drainé le peu d'énergie qu'il avait accumulé. Sa peau brillait de sueur froide. Delphine était agenouillée sur le lit à côté de lui, les cheveux en bataille. Le support de perfusion tomba de ses mains tremblantes, heurtant le sol avec un fracas métallique. Lentement, avec un effort visible, Gabriel tourna la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens. Pendant un moment, il se contenta de la fixer. Il absorba son visage souillé de larmes, sa lèvre gonflée, son peignoir de soie déchiré à l'épaule. Il regarda la femme qui, quelques minutes plus tôt, s'était faite bouclier humain contre une mort certaine. Il leva la main. Elle tremblait de façon incontrôlable. Delphine, sanglotant, saisit sa main et la pressa contre son propre visage, fermant les yeux. « Qui es-tu » chuchota-t-il. Sa voix était comme du gravier broyé, âpre et douloureuse. Delphine ouvrit les yeux, la peur laissant place à un soulagement accablant. « Je suis Delphine » bégaya-t-elle. Gabriel secoua la tête imperceptiblement. Son pouce rugueux effleura la larme qui coulait sur sa joue. « Je... » dit-il, et chaque mot semblait lui coûter une part de son âme, mais il les lui offrait tout de même. « Je ne connais pas ton visage, mais je connais cette voix. » Il fit une pause pour reprendre son souffle. Dans le noir, au fond de l'océan, c'était la seule chose qui existait. Tu m'as rappelé à la vie. Delphine s'effondra sur sa poitrine, pleurant non plus de peur, mais d'un épuisement émotionnel qui la consumait. Gabriel n'avait pas la force de la serrer en retour, mais il laissa sa main posée sur ses cheveux, un geste de possession et de protection. Le chef de la garde d'élite s'approcha du lit, son expression dure s'adoucissant légèrement en voyant le prince conscient. « Votre Altesse »
Le soldat fit une révérence profonde. Nous sommes en sécurité. Raphaël a fui, mais nous avons capturé les conspirateurs. Quels sont vos ordres? Gabriel regarda le plafond un instant, retrouvant sa prestance princière avant de baisser les yeux vers la femme qui tremblait dans ses bras. « Ma mère !» ordonna-t-il, sa voix gagnant un fil d'acier. « Amenez la princesse et amenez un médecin, pas pour moi !» Il serra légèrement les doigts dans les cheveux de Delphine. « Pour ma femme. » Delphine leva brusquement la tête, les yeux écarquillés. « Gabriel, tu ne comprends pas. Je ne suis pas. Le monde extérieur pense que tu l'es. » Il l'interrompit, ses yeux sombres fixés dans les siens avec une intensité brûlante. « Et après cette nuit, quiconque dira le contraire devra passer sur mon cadavre. Tu m'as sauvée, Delphine. La dette de sang est payée. Maintenant, notre vérité commence. » Il ferma les yeux, épuisé. Mais sa main ne la lâcha pas. L'aube perçait à la fenêtre avec des tons de violet et de sang, illuminant ce couple improbable au centre d'un héritage déchiré. Le cauchemar du coma était terminé, mais la tempête de la réalité ne faisait que commencer. Le soleil du matin n'avait pas encore dissipé la brume qui couvrait la capitale, quand les portes de chêne massif de la salle du trône furent ouvertes avec un fracas qui fit taire les murmures des conseillers. L'air était lourd, chargé de l'odeur de l'encens ancien et de la tension électrique d'un coup d'État sur le point d'être consommé. Au centre de l'estrade, Raphaël, vêtu du costume de cérémonie qu'il avait volé prématurément à la garde-robe princière, souriait aux ministres intimidés. Il tenait un parchemin enroulé comme une arme, prêt à déclarer l'incapacité de son frère et à revendiquer la couronne. « Le deuil nous aveugle », proclamait Raphaël, sa voix onctueuse résonnant sous les voûtes de pierre. « Mais la raison exige un chef. Le prince est plongé dans un sommeil dont il ne s'éveillera pas. Et cette femme qui l'accompagne est une charlatane sortie de la rue pour souiller notre lignée sacrée. J'exige que la garde l'arrête immédiatement. » La phrase mourut dans sa gorge. Le son de pas traînants, mais fermes, coupa le silence. Gabriel entra. Il ne portait pas la pompe princière, seulement un pantalon de lin et une chemise blanche entr'ouverte. Il s'appuyait lourdement sur l'épaule de Delphine, et bien que ses jambes tremblent visiblement à chaque pas, sa tête était haute avec une noblesse qu'aucun usurpateur ne pourrait imiter. La princesse Yolande marchait juste derrière, pâle comme un fantôme, mais les yeux brûlants de triomphe. Un murmure de choc parcourut le conseil. Des hommes vieux et cyniques reculèrent, se signant comme s'ils voyaient un Lazare revenir du tombeau. « Continue, mon frère !» La voix de Gabriel était rauque, écorchée par le désusage, mais tranchante comme du verre pilé. « Tu disais quelque chose sur l'arrestation de ma femme ?» Raphaël descendit une marche de l'estrade, le visage tordu en un masque d'incrédulité et de fureur contenue. « C'est un tour de passe-passe !» siffla-t-il, pointant un doigt tremblant. « Il tient à peine debout, et elle n'est personne. Depuis quand cette femme existe-t-elle? Où sont les registres? Où sont les témoins du mariage? Nous savons que ce n'est qu'une pauvre fille désespérée. Elle a accepté de jouer la comédie pour quelques euros. Le conseil exige des preuves, pas du théâtre. » Delphine sentit le poids de Gabriel augmenter sur son épaule. Elle savait qu'il était à la limite de ses forces physiques. L'adrénaline de l'éveil s'évaporait, laissant place à la douleur et à l'épuisement de mois de coma. Elle passa son bras autour de sa taille, le soutenant, et sentit la chaleur fébrile de sa peau à travers le tissu fin. La peur d'être démasqué, qui l'avait hanté pendant des semaines, se dissipa, remplacée par un instinct féroce de protéger l'homme qui l'avait défendu. Gabriel se détacha doucement d'elle, juste assez pour faire 2 pas indépendants vers son frère. L'effort fit perler des gouttes de sueur sur son front, mais il ne vacilla pas. « Tu veux des preuves ?» demanda Gabriel d'une voix basse, obligeant toute la salle à se pencher pour entendre. Il se tourna vers Delphine et tendit la main. « Viens !» Delphine obéit, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Quand ses doigts touchèrent les siens, Gabriel la tira contre lui, non avec la délicatesse d'un amant, mais avec la fermeté d'un prince revendiquant son territoire.
Il leva sa main, l'exhibant au conseil. Il n'y avait pas de bague, seulement les callosités d'une vie difficile et les marques de la lutte de la nuit précédente. Cette femme a veillé sur mon sommeil quand mon propre sang conspirait pour que je ne me réveille jamais, déclara Gabriel, ses yeux balayant la salle, défiant quiconque de le contredire. Elle a combattu des assassins dans ma chambre pendant que vous dormiez en sécurité. Le mariage a été célébré en secret pour la protéger des vipères qui habitent ce palais. Il regarda directement Raphaël. Je suis la preuve. Ma vie est la preuve. Et la parole du prince est la loi. Delphine est ma femme. Elle est votre princesse. Et quiconque conteste sa légitimité conteste ma propre légitimité à gouverner. Le silence qui suivit fut absolu. Raphaël ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda les gardes, les ministres, et vit ce qu'il craignait le plus. La loyauté changeait de camp comme la marée. Les soldats de la garde d'élite, qui semblaient indécis quelques instants plus tôt, claquèrent les talons et abaissèrent leurs lances en signe de salut à Gabriel. « Longue vie au prince !» cria l'un des plus vieux conseillers, soulagé. « Longue vie à la princesse !» Le chœur se propagea, remplissant la salle. Raphaël, vaincu sans qu'une épée ne soit dégainée, recula dans l'ombre, son regard venimeux promettant que cela n'était pas fini. Mais Gabriel n'avait plus de force pour son frère. Le monde autour de lui commença à tourner, les couleurs se mélangeant en un flou grisâtre. Il sentit les bras de Delphine le soutenir avant que ses genoux ne cèdent. « Ramenez-le dans ses appartements », ordonna la princesse Yolande, reprenant le contrôle avec une autorité glaciale. L'euphorie de la victoire politique fut de courte durée. Dans les couloirs privés de l'aile royale, l'ambiance était d'une urgence silencieuse. Les médecins entraient et sortaient de la chambre principale, où Gabriel avait été médicamenté et reposait, son corps réclamant le tribut de l'effort surhumain qu'il avait fourni. Delphine resta au chevet du lit, refusant de sortir pour se changer ou manger. Elle observait sa poitrine monter et descendre à un rythme plus calme. Le mensonge était désormais une vérité irrévocable. Devant Dieu et les hommes, ils étaient mariés. Elle regarda ses propres mains, s'étonnant de l'absence de menottes. « Tu as été magnifique. » Delphine se retourna. Yolande se tenait à la porte du balcon, observant le jardin au crépuscule. La princesse semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 heures. Son maquillage impeccable ne parvenait plus à cacher ses cernes profonds ou la pâleur de sa peau. « J'ai seulement fait ce qui devait être fait », répondit Delphine, se sentant petite face à cette femme qui avait orchestré tout le destin du domaine. « Il a menti pour moi. Il a menti pour nous, » corrigea Yolande, marchant lentement vers un fauteuil et s'asseyant avec un soupir pesant qui sembla déchirer ses poumons. « Gabriel est un homme d'honneur, Delphine, peut-être trop honorable pour ce monde de loups. Il a vu en toi la loyauté qui manquait à tous les autres. Il va me détester quand il sera assez fort pour comprendre qui je suis vraiment, » murmura Delphine, son insécurité refaisant surface. « Je ne suis personne, Yolande, une fugitive. » Yolande sourit, un geste faible et triste. « Personne n'est personne quand le destin décide d'intervenir. Tu as sauvé sa vie. Plus que cela, tu as sauvé son âme. Je l'ai entendu, tu sais. Quand il s'est réveillé, il n'a pas demandé le trône. Il m'a demandé de lui parler de la voix qui le guidait dans le noir. La princesse tenta d'atteindre la table latérale pour prendre un verre d'eau, mais sa main trembla violemment. Le verre de cristal glissa de ses doigts, se brisant sur le sol de marbre avec un son aigu. Delphine courut vers elle. « Yolande !» La matriarche porta la main à sa poitrine, le visage tordu par une agonie soudaine. Elle tenta de reprendre son souffle, mais ce qui sortit fut une toux humide, éclaboussant la robe de soie de Delphine d'un liquide rouge vif. « Des médecins !» cria Delphine, la panique glaçant son sang. « Que quelqu'un aide !» Gabriel s'éveilla au cri. Encore groggy, il tenta de se lever, les fils des moniteurs se tendant. « Mère !» croassa-t-il, sa vision trouble se fixant sur la scène terrifiante au centre de la chambre.
Yolande s'effondra dans les bras de Delphine, le poids de son corps semblant trop léger, fragile comme un oiseau mort. Les médecins envahirent la pièce, écartant Delphine, mais le regard de la princesse resta fixé sur la jeune femme, implorant, communiquant une terreur qui n'était pas celle de la mort, mais de ce qu'elle laissait derrière elle. Les heures suivantes s'étirèrent comme une lente torture. Le diagnostic tomba avec la brutalité d'un verdict final. Ce n'était pas seulement un cœur fatigué ou le stress des mois de régence. Le médecin-chef, les mains tremblantes, présenta à Gabrielle un flacon trouvé dans les appartements de Raphaël. Et les analyses de sang de la princesse confirmèrent l'impensable, de l'arsenic, administré à doses microscopiques au fil des années. Raphaël n'avait pas seulement tenté d'usurper le pouvoir par un coup d'État rapide. Il assassinait sa propre mère lentement, affaiblissant la seule barrière qui existait entre lui et le pouvoir absolu, bien avant que Gabrielle ne tombe dans le coma. La révélation brisa quelque chose en Gabrielle, assis au chevet de sa mère, lui tenant la main froide. Il ne ressemblait pas au prince puissant qui avait affronté le conseil, mais à un petit garçon perdu. La colère envers Raphaël était un incendie de forêt, mais la douleur de la perte imminente était un océan qui le noyait. Il ne pouvait croire aux limites que son frère avait franchies. Et si un homme était capable de faire cela à celle qui lui avait donné la vie, le pire était à attendre pour le reste du monde. Et lui, Gabriel, allait y mettre fin lui-même. Il était déjà tard dans la nuit quand Yolande reprit connaissance une dernière fois. Sa respiration était un sifflement douloureux, chaque inspiration une bataille perdue. Elle congédia les médecins d'un geste faible. Elle ne voulait que d'eux. Gabrielle. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Je suis là, maman. Je vais tuer Raphaël. Je vais le briser de mes propres mains, » jura-t-il, les larmes coulant librement, sans honte. Yolande serra sa main avec une force surprenante un instant. « Non, » murmura-t-elle. « Si tu le tues avec la haine au cœur, tu deviendras lui, son propre venon. Ne laisse pas ton âme se corrompre aussi. Punis-le avec justice, pas avec vengeance. Promets-le-moi. » Gabrielle sanglota, posant son front sur sa main. « Je ne peux pas faire ça sans vous. Je ne sais pas être prince sans vous. Tu n'as jamais eu besoin de moi pour être prince, mon fils. Tu avais juste besoin de temps pour y croire. » Elle détourna son regard fatigué vers l'autre côté du lit où Delphine pleurait silencieusement. « Delphine, approche !» La jeune femme s'agenouilla sur le tapis, prenant l'autre main de la princesse. « Pardonnez-moi, » dit Yolande, une larme solitaire s'échappant du coin de son œil. « Je vous ai utilisé. Je vous ai jeté dans la fosse aux lions pour sauver l'héritage de ma famille. »« Vous m'avez sauvé, » répondit Delphine, la voix étranglée. « Vous m'avez donné un but, même si c'était un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. » Yolande unit leurs mains sur sa poitrine, sa peau froide contre leur chaleur fébrile. « Regardez-vous l'un l'autre. » Gabrielle leva le visage, les yeux rouges, rencontrant ceux de Delphine. À ce moment-là, dépouillés de titres, de stratégie et de farce, il n'y avait que 2 survivants naufragés sur la même île de douleur. « J'ai menti au monde pour protéger la couronne, » continua Yolande, le souffle lui manquant, les intervalles entre les mots augmentant. « Mais je t'ai amené, toi, pour protéger son cœur. Gabriel est fort comme l'acier, mais l'acier casse s'il est frappé trop fort. Toi, Delphine, tu es l'eau. Tu cèdes, mais tu ne romps pas. Tu l'enveloppes. » Elle regarda le plafond, où les ombres des bougies dansaient comme des esprits en attente. « Prenez soin l'un de l'autre. La dette est payée. Maintenant, vivez la vérité. » La poitrine de Yolande s'arrêta de monter. Le sifflement de sa respiration cessa, laissant un silence assourdissant dans la chambre royale. La main qui unissait les leurs se relâcha, mais Gabrielle et Delphine ne se lâchèrent pas. Au contraire, les doigts de Gabrielle se fermèrent sur ceux de Delphine avec un désespoir convulsif, comme si elle était la seule ancre l'empêchant d'être emportée par l'abîme. Delphine se leva et contourna le lit. Gabrielle était encore courbée sur le corps de sa mère,
tremblant de manière incontrôlable. Sans dire un mot, elle l'enveloppa de ses bras, ramenant sa tête contre sa poitrine. Il ne résista pas. L'homme qui commandait des armées s'effondra, pleurant comme un enfant, s'agrippant au tissu de sa robe. Là, dans la chambre imprégnée de l'odeur de la mort et de la médecine, la farce politique prit fin. Il n'y avait pas de public pour applaudir, ni de conseil pour tromper. Il n'y avait que la douleur brute et partagée. En caressant les cheveux sombres de Gabriel, Delphine réalisa que la prophétie de Yolande s'était déjà accomplie. Elle n'était plus là pour un accord, ni par peur de son oncle, ni par gratitude. Elle était là parce que sa douleur à lui faisait mal à elle. Le mensonge était mort avec la princesse. Ce qui restait, naissant douloureusement des cendres de cette nuit terrible, était quelque chose de terrifiant et d'incontestablement réel. Gabriel leva le visage, cherchant l'air, et ses yeux rencontrèrent les siens. Il n'y avait plus de noblesse là, seulement de l'humanité. « Reste !» demanda-t-il, la voix brisée. « S'il te plaît, ne pars pas. »« Je ne vais nulle part, » promit Delphine, essuyant les larmes de son visage avec ses pouces. « Si tu le veux, je serai ta femme, Gabriel. Et s'il en est ainsi, quiconque dira le contraire devra passer sur mon cadavre. » Il la tira dans ses bras, un pacte scellé non par l'encre, mais par le deuil. Le soleil commençait à se lever dehors, indifférent à la tragédie, illuminant un nouveau règne qui commençait non par une fête, mais par des funérailles et par un amour qui osait enfin dire son nom. Les jours qui suivirent les funérailles de la princesse Yolande furent marqués par un silence qui semblait avoir un poids physique, une brume grise qui s'accrochait aux tapisseries d'or et aux colonnes de marbre du palais. Le domaine portait le deuil officiel, les drapeaux en berne flottant contre le ciel. Mais à l'intérieur des appartements princiers, le deuil était une créature vivante et dévorante. Gabriel passait ses heures enfermé dans le bureau qui avait été celui de son père, entouré de montagnes d'édits et de traités, utilisant la bureaucratie comme un bouclier contre le souvenir du sourire de sa mère. Il signait des papiers avec une furie mécanique, ses yeux creusés dénonçant l'insomnie, la mâchoire toujours tendue. Delphine l'observait depuis le seuil de la porte, invisible et constante. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui arracher cette douleur, car le deuil est un chemin que l'on parcourt seul, mais elle pouvait s'assurer qu'il ne se perde pas dans l'obscurité. Elle apportait du thé qu'il ne demandait pas, allumait les lampes quand le soleil se couchait et renvoyait les conseillers inopportuns avec un regard qu'elle avait appris de Yolande elle-même. La farce de leur mariage, forgée dans l'urgence et le danger, planait maintenant sur eux comme une question non formulée. Le monde croyait qu'ils étaient mari et femme, unis par la tragédie et la survie, mais entre les quatre murs de la chambre, la distance respectueuse demeurait. La 7e nuit, l'épuisement vainquit la résistance de Gabriel. Il s'endormit sur les cartes étalées sur la table de chêne. Delphine s'approcha silencieusement, couvrant ses épaules d'un manteau de laine. Quand ses doigts effleurèrent sa nuque, Gabriel se réveilla en sursaut, sa main cherchant instinctivement un poignard qui n'était pas là. En reconnaissant le parfum de Delphine, la tension quitta ses muscles. Il ne retira pas la main qu'elle avait posée sur son épaule. Au contraire, il la couvrit de la sienne, pressant sa paume contre la peau fébrile de son cou. « Ils sont en bas », murmura-t-il, la voix rauque. « Raphaël est ton oncle. Le conseil exige un jugement à l'aube. » « Ils peuvent attendre, » répondit Delphine doucement. « La justice est patiente. Ton cœur a besoin de repos. » Gabriel tourna sa chaise, lui faisant face. La lumière des flammes de la cheminée dansait dans ses yeux sombres, révélant une clarté qu'elle n'avait pas vue depuis avant son coma. Il la tira délicatement pour qu'elle s'assoie sur le bord de la table, à sa hauteur. « Ce n'est pas le repos que je cherche, Delphine, c'est la vérité. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Quand j'étais dans l'obscurité, dans cet abîme où la conscience se défait, j'entendais des voix. La plupart n'étaient que du bruit, des parasites sans sens. Mais il y avait une voix qui lisait de la poésie,
qui se querellait avec les infirmières, qui me parlait de la couleur du ciel et de la peur de la mort. Cette voix a été le fil qui m'a guidé hors du labyrinthe. Delphine sentit sa gorge se nouer. Elle baissa les yeux, gênée par l'intimité unilatérale de ses jours à l'hôpital. « Je parlais pour ne pas devenir folle », confessa-t-elle dans un murmure. J'avais besoin de croire que quelqu'un écoutait. « J'écoutais », affirma Gabriel, lui prenant le menton pour relever son visage. « Je suis tombé amoureux de toi avant même de connaître la couleur de tes yeux. Je me suis marié avec une ombre pour sauver mon héritage. Mais je me suis réveillé en aimant la femme qui me tenait la main quand tous les autres l'avaient lâchée. Je ne veux plus faire semblant, Delphine, pas par politique, pas par gratitude envers ma mère. Je veux que ce soit réel. » Il n'y eut pas besoin de grands discours ou de demandes théâtrales. Le baiser qui suivit fut la réponse, une collision douce et désespérée de deux âmes qui avaient survécu au naufrage. Cette nuit-là, le lit princier cessa d'être une scène politique pour devenir un refuge. Et quand le soleil se leva, baignant le palais d'or et de pourpre, Gabriel ne s'éveilla pas comme un héritier en deuil, mais comme un homme qui avait une raison de se battre. La salle du trône était glacée, malgré la chaleur extérieure. Le conseil était réuni en un demi-cercle silencieux. Au centre, agenouillé et enchaîné, se trouvaient Raphaël et l'oncle de Delphine. Raphaël gardait la tête haute, une arrogance brisée dans les yeux, tandis que l'oncle Gérard tremblait visiblement, transpirant à grosses gouttes, cherchant une issue qui n'existait pas. Gabriel entra non avec la pompe exagérée de son père, mais avec la sérénité létale de celui qui détient le pouvoir absolu. Delphine marchait à ses côtés, pas derrière lui. Elle portait du noir, mais le tissu était brodé de fils d'argent et sur sa tête reposait un diadème simple qui avait appartenu à Yolande. Quand son oncle la vit, il tenta de bafouiller une demande de clémence, appelant au lien du sang, mais le regard que Delphine lui rendit fut aussi froid que le marbre du sol. Elle n'était plus la nièce terrorisée qu'il avait vendue, elle était la princesse. « Raphaël !» La voix de Gabriel résonna, calme et terrible. « Tu as conspiré contre ton propre sang. Tu as empoisonné l'air que notre mère respirait. La loi exige ta tête, et je l'exige aussi. » Raphaël sourit, une grimace amère. « Alors fais-le. Fais de moi un martyr. Le peuple se souviendra du frère assassiné par le tyran. »« Non !» rétorqua Gabriel, descendant les marches du trône jusqu'à être face à son frère. « La mort est une échappatoire trop facile, et j'ai promis à notre mère, sur son lit de mort, que mes mains ne seraient pas tachées de ton sang. Tu ne seras pas un martyr, Raphaël, tu seras oublié. » Un murmure parcourut le conseil. Gabriel continua, implacable. « Tu seras emmené au monastère des Roches Silencieuses, aux confins du Nord, sans titre, sans serviteur, sans nom. Tu vivras le reste de tes jours à cultiver la terre aride et à méditer sur l'avidité qui a pourri ton âme, si tant est qu'elle ait jamais été entière. Si tu mets un pied hors de ces murs, la miséricorde de ma mère prend fin et ma justice commence. » Toute couleur quitta le visage de Raphaël. L'oubli et la pauvreté étaient pour lui un destin pire que la guillotine. Il fut traîné dehors par les gardes, hurlant des insultes que personne n'entendit, car les lourdes portes se refermèrent, étouffant son existence. Gabriel se tourna ensuite vers l'oncle de Delphine. L'homme rampa vers l'avant, en pleurs. « Majesté, ma nièce, c'était une erreur, j'ai été forcé. »« Levez-vous, » ordonna Delphine. Sa voix ne trembla pas. « Vous n'avez pas été forcé. Vous avez vu une opportunité de profit et vous avez vendu la seule famille qui vous restait. Pendant des années, vous m'avez fait me sentir petite. Vous m'avez fait croire que ma valeur se mesurait au prix qu'on paierait pour moi. » Elle regarda Gabriel, qui hocha imperceptiblement la tête, lui confiant le jugement. « Le crime est trafic et trahison, » sentencia Delphine. « Tous vos biens seront confisqués et donnés aux orphelinats de la ville. Vous purgerez votre peine dans les mines de sel, travaillant pour rembourser chaque euro que vous avez tenté d'extorquer en utilisant mon corps. Emmenez-le !» Quand la salle se vida enfin, ne laissant que les deux, le poids de la couronne sembla un peu plus léger. Ils ne célébrèrent pas avec du vin ou des fêtes.
Au lieu de cela, ils marchèrent jusqu'au jardin privé de la princesse, où les roses blanches de Yolande étaient en pleine floraison, défiant le climat. Là, sans prêtre ni témoin, sous le seul regard du vent et de sa mémoire, ils échangèrent des vœux murmurés. Ils ne jurèrent pas un amour éternel de conte de fées, mais la loyauté, la patience et la vérité. Ils jurèrent d'être l'abri l'un de l'autre dans les tempêtes à venir. Les années passèrent, non avec la vitesse des moments de crise, mais avec le rythme doux et constant des saisons. Le règne de Gabriel et Delphine fut marqué non par des conquêtes territoriales, mais par la construction d'écoles et d'hôpitaux. La légende du prince revenu de la mort et de la femme qui l'avait ramené se répandit, se transformant en chansons chantées au coin du feu. Mais la vérité, comme toujours, était plus simple et plus belle que la légende. 5 ans après la mort de Yolande, le jardin du palais était différent. Des jouets en bois étaient éparpillés sur la pelouse, parfaitement tondue. Des rires d'enfants coupaient l'air solennel de l'après-midi. Gabriel était assis sur un banc de pierre, lisant des documents, mais son attention était constamment volée par la scène devant lui. Un petit garçon aux cheveux sombres et aux yeux curieux courait après un papillon, trébuchant sur ses propres pieds, avec la grâce maladroite de l'enfance. Plus loin, assise sur un tapis étendu sur l'herbe, Delphine tenait une petite fille sur ses genoux, lui montrant les fleurs et lui apprenant leur nom. Gabriel posa ses papiers. Le poids du domaine existait toujours. Les menaces aux frontières ne disparaissaient jamais totalement, et la cicatrice de la perte de sa mère faisait encore mal les jours de pluie. Mais cette douleur ancienne s'était transformée. Ce n'était plus une blessure ouverte, mais une partie de la fondation de ce qu'il était. Il se leva et marcha vers elle. Le garçon, voyant son père, courut et embrassa ses jambes. Gabriel le souleva sans effort, l'embrassa sur le front et s'assit à côté de Delphine. « De son regard », commenta Gabriel, observant sa fille qui examinait le monde avec une intelligence sérieuse et pénétrante. « Elle l'a », acquiesça Delphine, ajustant une mèche de cheveux de la petite. « Et son entêtement aussi, je le crains. » La petite fille tendit ses mains potelées vers le visage de son père, touchant sa barbe avec fascination. Gabriel sourit, un sourire sincère qui atteignait ses yeux, quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais sur ce lit d'hôpital des années auparavant. « Viens là, Yolande, » dit-il, la voix chargée d'émotion en prononçant ce nom. La petite rit, un son cristallin s'élevant vers le ciel bleu. Delphine posa sa tête sur l'épaule de Gabriel, entrelaçant ses doigts dans les siens. Le cycle était bouclé. La mort avait emporté une Yolande, mais l'amour, né d'un mensonge et forgé dans la douleur, en avait ramené une autre. Delphine regarda vers le haut, au-delà des murs du palais, là où les nuages blancs dessinaient des formes à l'infini. Elle pouvait presque sentir le parfum de sa belle-mère dans le vent. Une approbation silencieuse venant d'un endroit où il n'y avait plus de douleur ni d'intrigue. La promesse avait été tenue. Elle avait protégé le fils. Et le fils, maintenant un homme accompli, les protégeait tous. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Gabriel, suivant son regard. « Rien », répondit Delphine, serrant sa main plus fort, simplement reconnaissante. « La fin de notre mensonge a été le début de notre plus belle vérité. » Et là, dans le jardin qui fleurissait contre toute attente, l'histoire de Gabriel et Delphine cessait d'être un scénario écrit par le destin ou la politique pour devenir enfin simplement la vie, simple, imparfaite et merveilleusement réelle. Une vie simple, c'était la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Elle vous a plu? Aujourd'hui, je ne sais pas trop quel commentaire demander à ceux qui arrivent jusqu'au bout. Je déteste quand ça arrive. Je crois que mon esprit est saturé après tant d'histoires produites ici. Saviez-vous qu'il y a déjà plus de 60 vidéos, toutes avec des récits uniques et originaux? Cela demande beaucoup de créativité. Mais bref, passons à l'essentiel. Le commentaire que nous allons vous demander aujourd'hui sera « Princesse Yolande ». Oui, un hommage à ce personnage qui a uni la vie de nos protagonistes. Gabriel et Delphine vivent probablement une vie tranquille dans notre monde, reflet de la passion.
Ils rejoignent tous ceux qui ont eu leur ils vécurent heureux. Que diriez-vous de découvrir leurs histoires? Certaines s'affichent sur votre écran. Choisissez-en une et restez avec nous. On se dit à bientôt. Merci de nous avoir suivis.